Dans les traditions ancestrales africaines, chaque chef puise sa légitimité et sa force dans les rites sacrés, profondément enracinés dans la spiritualité de son peuple. Au cœur de ces rites, la femme Muvungu occupe une place centrale, jouant un rôle clé dans l'initiation et la préparation spirituelle du patriarche. J'ai l'honneur ce matin, comme il est de coutume tous les mardis dans le cadre de cette émission, de recevoir la matriarche Nangonjoy, grande initiée du Muvungu, pour nous éclairer sur cette mission sacrée et la manière dont elle façonne la vie et l'autorité des dirigeants traditionnels. Quelle est l'importance de ce rôle et comment la femme Muvungu contribue-t-elle à l'équilibre et à l'harmonie du pouvoir? Nous le découvrirons ensemble une fois de plus de votre émission Sagesse Kamite de ce matin. Mais permettez-moi, avant de la présenter et entrer dans le vif du sujet, de prendre la bande qui annonce Kemet Reconnexion 2025 et je vous retrouve juste derrière pour entrer dans le vif du sujet. A tout de suite, madame, monsieur. Ils sont venus de loin, des terres du monde entier, pour renouer avec les racines, pour revivre l'Afrique, non comme un souvenir, mais comme une force intemporelle. Après le succès retentissant de la première édition, Kemet Reconnexion revient pour une nouvelle immersion au cœur des savoirs et des mystères africains. Du 16 au 31 mai 2025, à Yaoundé au Cameroun, rejoignez la deuxième édition de Kemet Reconnexion. Un voyage exceptionnel où chaque jour révèle un héritage sacré, chaque échange nourrit la conscience, chaque geste réveille l'âme. Des maîtres spirituels, des prêtres initiés, des guérisseurs, des chercheurs de vérité, ils seront là pour vous guider, vous enseigner et vous reconnecter à l'essence de la tradition africaine. Plongez dans les initiations ancestrales, vibrez au rythme des tambours et découvrez la spiritualité africaine comme jamais auparavant. Kemet Reconnexion, parce qu'il est temps de réécrire notre histoire et de faire rayonner l'âme africaine. Du 16 au 31 mai 2025 à Yaoundé au Cameroun, inscrivez-vous dès maintenant pour vivre l'expérience qui changera votre vie. Infoline. Kemet Reconnexion, là où les racines du passé nourrissent l'avenir. Retour sur le plateau, permettez-moi donc d'accueillir la matriarche Nangonjoy. Otep, matriarche, et bienvenue. Ravissante ce matin. Otep à tous mes enfants, à tous les téléspectateurs qui nous regardent en ce moment. Otep à tous les nains qui étaient déjà là. Otep à tout le monde. Otep aux ancêtres. Et surtout que ces ancêtres cela permettent que nous menons à bien cette émission ce matin. Alors comment ça va? Ça va bien? Ça va très bien. Ok, d'accord. Nous allons aborder une thématique très importante. On va voir quel est le rôle de la femme du Muvungu, c'est-à-dire de la femme initiée en général dans le processus d'intronisation d'un patriarche ou alors d'un chef traditionnel. C'est la démarche, c'est la thématique que nous allons aborder ce matin. Il y a beaucoup de téléspectateurs et d'abonnés justement qui nous suivent et qui n'ont pas encore véritablement compris ce que c'est que le Muvungu, notamment au niveau des femmes, parce que nous avons commencé cette émission il y a longtemps. Il y a beaucoup d'abonnés qui sont venus après. Tu vas nous redéfinir ce que c'est que la spiritualité Muvungu, avant d'entrer dans le vif du sujet. Voilà. Déjà, la spiritualité de la femme Muvungu, c'est depuis la création de la terre. Depuis la création de l'homme sur la terre, de toute la nature. Elle a été la grande assistante dans l'ingénierie de la création de la terre. La preuve en est que c'est la femme qui porte dans son ventre l'homme, qui est l'être le plus suprême de la nature pendant 9 mois. Donc la femme Muvungu, la femme en général, est invitée
à la création de tout l'univers. C'est ce que, il y a un adage qui dit que ce que femme le veut, ce que femme veut, Dieu le veut. Donc, vous voyez, même quand un jeune grandit, il court toujours derrière les femmes. Parce qu'il y a une connexion que lui-même ne comprend pas. Pourquoi, naturel. Pourquoi il part là-bas? C'est parce qu'il lui manque. Étant bébé, il court derrière sa mère. Il court derrière Au fur et à mesure qu'il grandit, il court derrière sa mère. Il vient toujours rendre compte à sa mère. Dès qu'il y a quelque chose qui le surprend, quand il s'exclame « Maman !» Voilà. Et quand il atteint l'âge pubère, il commence également à suivre déjà d'autres femmes. Qui forcément seront également des mères. Donc de façon naturelle, on est toujours en train de courir. Donc ce qui fait que la femme Movungu a donc acquis le savoir de cette création, et cette tradition s'est transmise de génération en génération. C'est pour cela qu'il existe les femmes Movungu pour expliquer ce qui se passe dans la vie, ce qui se passe dans la nature. Bon, l'initiation maintenant, pour celles qui viennent s'initier, c'est pour acquérir ce savoir, se connaître d'abord elle-même, connaître sa valeur, connaître ce qu'elle est capable de faire. Si tu es déjà capable d'accoucher un être humain, tu es aussi capable de reconstruire la vie, de construire la nature. Et c'est à toi que cette nature va apparaître. Pour que c'est la femme toujours qui commence à crier à un village. Non, il y a cette période, il y a beaucoup de maladies. Comme par exemple, les maladies qui s'annoncent régulièrement. C'est les femmes qui commencent à crier qu'il y a telle maladie qui vient. Elles commencent à chercher dans ces herbes, dans ses connaissances, comment prendre quoi pour combattre cette maladie, cette fléau qui vient. C'est la femme Movungu qui connaît aussi qu'il y a une mésentente dans la famille, il y a une mésentente dans le village, il y a une mésentente dans le pays. Tu cherches comment, les femmes cherchent comment mettre la paix, la femme Movungu, cherchent comment mettre la paix. C'est pour cela qu'elles ont toujours été les reines-mères dans leur famille. Elles ont toujours été les reines-mères dans leur village. Elles ont toujours été les reines-mères partout, là où elles sont. Même comme il y a aussi dans la société la révolte des vivants, des gens qui sont aussi un peu déréglés. Mais on connaît que c'est nos enfants. C'est la femme qui a accouché. Même s'il est un bandit, même s'il est comment, on sait que c'est la femme qui a accouché. Et il faut chercher la solution pour tenir ce banditisme, ces mauvaises conduites. Quelqu'un a dit sur ce plateau à l'occasion d'une émission que c'est la femme qui a tous les secrets, parce que même quand un enfant vole, même quand un enfant est délinquant, il y a certaines écorces, certaines herbes que lorsqu'on prépare et qu'on enlève la part du garçon en question, on met ces herbes là-dedans, l'enfant mange et au fur et à mesure, il commence à devenir raisonnable. Raisonnable, oui. C'est ça que je dis que donc voilà donc le rôle de la femme Movungu, de donner ce secret à ceux qui viennent se faire initier. À ceux qui viennent se faire initier. Pour peu qu'on reste avec, ce qu'on reste avec, on défalque donc, on donne aux autres qui viennent se faire initier. Parce que n'oublions pas ici que les colons nous ont aussi beaucoup écrasés, ils nous ont beaucoup terrassés, ils nous ont beaucoup tués. Donc, mais ces gènes d'initiation, de ce traditionnalisme n'est pas quitté dans notre sang. Même si une vient, par exemple, nos frères et sœurs, nos enfants afro-descendants, quand l'autre vient, tu te sens connecté à lui, sans connaître pourquoi. C'est comme ça entre toi et la personne. Vous vous sentez la soif, pas la soif sexuelle, mais
de fraternité. C'est cet amour fraternel-là. Voilà. Cet amour fraternel vous rapproche tellement que s'il y a quelqu'un qui vient avec le fouet, tu es capable d'arrêter le fouet et bagarrer pour sauver la vie. Hein? Donc, c'est pour cela que, comme une fois, l'année passée, on disait que les afro-descendants, vous faites quoi en Europe? Rentrez chez vous en Afrique. C'est comme ça. On a commencé à leur dire ça à la première édition de Kemet Reconnexion, qui prennent leur temps de se préparer. Il y a l'espace pour eux ici à Kama. On va les accueillir. Et ils seront dans l'abondance. Ils seront dans l'abondance. Oui. Ils seront moins traumatisés. Parce que eux, c'est eux qui sont restés maintenant dans le monde que cela veut dire qu'il faut qu'on les extermine. Hein? Ils sont en train de planer. Aux États-Unis, ce n'est pas leur terre. Aux Antilles, ce n'est pas leur terre. On les chasse déjà de partout. On les chasse déjà de partout parce qu'on dit qu'on les a décolonisés, on les a dédommagés. Qu'ils rentrent chez eux. Rentrez chez vous. Alors que Kama est tellement vaste que même si on prenait les États-Unis, l'Europe et autres, ces continents-là entreraient dans Kama. Donc ça veut dire qu'il y a l'espace. Que nos frères et nos sœurs afro-descendants commencent à se préparer au fur et à mesure. D'ici 5 ans pour les uns, d'ici 10 ans pour les autres. D'ici 2 ans même. D'ici même 2 ans. S'il veut même, il rentre aujourd'hui, là, il fait ses bagages, il vient aujourd'hui. Voilà. Il va trouver qu'on va l'accueillir, on va lui placer. Voilà tes ancêtres. Qui nous laisse ces histoires de le test ADN. ADN va encore dire un triage colonial. Hein? Donc, rentrez chez vous. Quand on t'a déjà appelé comme ça là, rentre chez toi. Quand on te dit que ce n'est pas ta place ici, tu es on dit dans la langue locale qu'un bissoso. C'est le patriarche Ekaïtoka qui dit souvent que les bissoso. Donc, un bissoso, quelqu'un qui sort de nulle part, tu es venu, arriver, tu gouvernes, donc tu es un bissoso. Donc, comme vous êtes un bissoso là-bas, rentrez chez vous. Hein? Ils font quoi même là-bas depuis? Ils n'avaient pas justement des informations qu'on leur donne aujourd'hui. Beaucoup ne savaient pas déjà d'où ils venaient. Ils se posaient juste la question de savoir, mais pourquoi est-ce que nous sommes bruns? Pourquoi est-ce que nous sommes métis? Pourquoi est-ce que nous sommes noirs? Mais nous sommes sur la terre des autres. À travers Kemet Télévision et beaucoup d'autres plateformes, ces afro-descendants-là comprennent aujourd'hui effectivement que leurs ancêtres les plus lointains vivaient ici à Kama. Et que leur terre, effectivement, c'est ici. Et qu'ils prennent des dispositions pour qu'un de ces 4... Vraiment. Il revient ici. Il y a une de ces zones, je vais un peu sortir un peu du vif du sujet, que on cheminait les esclaves. On cheminait les esclaves. Donc on avait coupé un tronc d'arbre, on cheminait les esclaves. Bon, au fil des années, ça a duré plus de 500 ans et tout ça. Bon, un jour, quand je suis partie explorer là-bas, on me dit que c'est par ici que les ancêtres passaient. Et comme on faisait déjà les feux de brousse à cet endroit, j'ai demandé si on pouvait me donner ce tronc-là. On dit, oh, prends, si toi tu peux porter. J'ai fait tous mes efforts, j'ai porté ce tronc d'arbre. Je suis venue avec, j'ai vu un artiste qui m'a fabriqué une pirogue. J'ai ça chez moi. Il m'a fabriqué une pirogue. Donc, je suis restée avec les empreintes ancestrales. Il m'a fabriqué une pirogue. C'est chez moi. De plus de 500 ans. Ça alors? Ça a dit que je suis restée avec, ça me fait plaisir jusqu'à... Quand je pense à ça, quand je me lève le matin, je sais que j'ai les plantes des pieds de mes ancêtres, là, ils ont traversé. Une fois, c'est bien. Alors, c'est ce que les femmes au Vungu font. Tu regroupes, tu mets la paix, tu apportes l'harmonie. L'harmonie, tu soignes la nature. Même tu peux faire le deuil même d'un arbre. Je suis arrivée dans un village, j'ai trouvé que la coupe du bois a coupé les arbres.
Mais j'ai fait le deuil, j'ai pleuré. J'ai pleuré. Et ces gens-là, je te dis, ils n'ont pas eu du bien avec ces arbres qu'ils ont coupés. Hein. Ils n'ont pas vu du bien parce que la femme Movungu, si je fais sortir mes larmes pour quelque chose, tu n'auras pas la paix. La paix, la nature va prendre ça. Donc, je ne vous arrêterai pas de croire ici. Je n'accuse personne. Mais c'est la vérité qu'on dit. Parce que tout le monde dit vérité, vérité. Nous autres, beaucoup sommes nés dans le mensonge. Tu as trompé ta femme là-bas, tu as trompé telle personne là-bas, tu es parti accoucher l'enfant là-bas, que tu n'as jamais accepté. C'est pour cela que on a toujours parlé à l'église, Marie, mère de Dieu, a fait ceci, mère de Jésus a fait ceci. Marie était une femme Movungu. Hein? Elle était une femme de Movungu. Donc, c'est pour cela que notre discute aujourd'hui, elle est blanche, elle est noire, elle est ceci. Donc, il y a ça, la femme Movungu, même si elle est dans n'importe quelle position, ne la prends pas au moins cher. Surtout celle qui était à l'époque ancestrale là. C'est eux qui ont fait qu'on libère les esclaves. Parce qu'elles se faisaient prendre qu'on a volé nos enfants. Il faut que moi-même j'aille vivre de près là où on a amené les enfants. D'accord, matriarche, d'accord. Ça nous permet d'entrer dans le vif du sujet. Partant du Movungu, les hommes également ont commencé à créer leur cercle fermé et commencer eux aussi des initiations. Et parmi les initiations, il y avait les initiations à la chasse, les initiations à la pêche, à la cueillette, ceux qui étaient des grands architectes, mais seulement pour nommer ou alors pour choisir un patriarche, un chef pour être le responsable de la communauté. Ça ne se faisait pas sans l'apport et la contribution de la femme Movungu. Comme à l'ouest Cameroun par exemple, quand on arrête un chef et qu'il entre au Lakam, il y a toujours une reine-mère. Et c'est la reine-mère qui le guide justement dans le Lakam. C'est-à-dire à quel moment est-ce qu'il peut déjà enceinter la jeune femme qu'il vient de prendre pour amener au Lakam, pour qu'en sortant, que la femme soit déjà enceinte. Et tant que la reine-mère n'a pas posé les mains sur ton dos, à la fin, il y a des fourmis noires. Parce qu'à l'ouest Cameroun, la sortie du chef, le jour où il doit sortir, très tôt le matin, on doit voir des petites fourmis noires ou rouges qui traversent l'entrée du Lakam. Tant qu'il n'y a pas ces fourmis, même si ça dure 2 ans, il va rester là-bas au Lakam. Et maintenant, la reine-mère, donc, de prononcer des paroles dont elle a le secret et poser dans les mains sur le dos. Et puis, officiellement, il devient chef et puis on peut faire les yo-yo, organiser la fête. Ça montre l'importance que la femme a dans le processus de l'initiation d'un chef, d'un patriarche, etc. Alors, pourquoi est-ce que la femme Movungu est donc importante dans l'initiation d'un patriarche ou d'un chef? On commence comme ça là par le début. Ça veut dire que lorsque on a décidé de choisir un chef et que l'information est passée dans le village, la cité, la communauté, comment est-ce que les femmes Movungu s'activent, se préparent pour commencer justement le processus de l'initiation du chef ou alors du patriarche? Je commencerai par le patriarche parce que le chef vient seulement après les oui, le chef, c'est l'appellation coloniale. C'est l'appellation coloniale qui sont les auxiliaires de justice. De justice, d'accord. Qui servaient aussi à trahir les gens. Je parle ici des patriarches. Pour que quelqu'un devienne patriarche ou qu'il reste avec les attributs patriarcaux de son grand-père, de son père, de son aïeux, on peut dire ça. C'est les femmes Movungu qui déjà au départ sculptaient ça.
Quand elle ne sculptait pas ça, un artisan du village pouvait sculpter les attributs du patriarche. Et les femmes Movungu prenaient ça pour, comme le langage dit aujourd'hui, charger. D'accord, je vais un peu bien expliquer ce que tu dis pour que les téléspectateurs nous comprennent bien. Comment est-ce que le choix était fait? Si par exemple, un patriarche vivait, il avait des enfants. Oui. Avant sa mort, certainement, dans le processus de ce qu'on appelle le testament, Oui. on mettait déjà le nom de celui qui allait le succéder. Bon, maintenant, comment le choix se faisait? Est-ce qu'à ce moment-là également, les femmes du Movungu participaient, comme tu as parlé tout à l'heure, de sculpter? Et lorsque vous sculptez justement la nature, alors les ancêtres, et que vous trouvez celui qui était à même de diriger après lui, ça veut dire que vous venez voir le patriarche qui était encore en vie pour lui souffler que tel de ton enfant ou tel autre de ton enfant est susceptible de te remplacer plus tard. Non, c'est le patriarche qui regardait, qui partait avec les femmes Movungu. Il consultait Les oracles. les oracles de ses fils, celui qui pouvait le succéder. Ainsi donc, on prenait les énergies, on renforçait cet enfant. On lui disait... on le mettait déjà au courant tout de suite ou alors... Là, on ne le mettait pas au courant, mais il y avait les signes qu'on devait déjà commencer à lui donner. Il plantait l'arbuste qui donne la canne. Qu'on sculpte la canne du patriarche avec. Il ciblait les trucs du balai du patriarcat parce qu'aujourd'hui, on prend les balais du patriarche n'importe où. Non. Le balai du patriarche, c'était le palmier d'un Seralen. Un Seralen, c'est la noix de palme qui est vert là. Ça avait ça qu'on fait le balai du patriarche. Donc quand tu entends le chasse-mouche, pardon, le chasse-mouche du patriarche, on fait ça avec les fibres d'un Seralen. D'accord, le palmier qui donne les noix vertes. Voilà. On lui dit de cibler ça. Donc dans ce Seralen-là, et quand on fait les noix de ça, il fait les noix de ça, il pile les noix de ça. Lui qui sera patriarche plus tard pour succéder à son père. Il pile les noix de ça crues. Il met ça au soleil. Il met dans un tamis, il met au soleil un tamis, un panier. Un panier. Les paniers, avant, on n'avait pas les trucs modernes là. Il met dans un panier, l'huile sort. Est-ce que lorsqu'il le fait, il est conscient qu'il est en train de le faire justement parce que on est en train de le préparer à quelque chose? Oui. Il le sait. Il le sait. Il sait qu'il entre déjà dans les préparatifs du patriarcat. Pendant du vivant de son père qui est patriarche, il commence à faire l'huile là. Pendant ce temps, s'il a les enfants, s'il a les frères, il voit comment il fait l'huile là. Et c'est cette huile là que le patriarche et lui se oignent. Seulement les deux? Oui, seulement les deux. Même si c'est combien de litres. S'il arrive que il met ça partout dans son corps. Voilà la première hypothèse pour la préparation d'un fils qui sera patriarche. Qui va succéder à son père. Qui va succéder à son père. Parce qu'aujourd'hui, là, on a ce problème de succession. Oh, tel était patriarche, on prend ça, on jette, on dit que c'est les choses sataniques. On prend ses attributs, on jette, on dit que c'est les choses sataniques. Alors, on finit de faire ça, comme ça. On part. Et il garde cette huile pour son père. Et en suivant certains conseils, il parle. Parce que son père doit toujours lui parler à côté d'un témoin, soit un frère, soit une autre personne, un ami. Donc, il l'invite régulièrement au conseil des sages. Il peut déjà avoir quel âge à ce moment-là? Même s'il a 5 ans, même s'il a 3 ans. Même s'il a 5 ans, même s'il a 3 ans. Donc, c'est-à-dire son père lui parle toujours avec un témoin. Un témoin. Que quand il oublie, s'il y a un paramètre qu'il a oublié, il y revient.
Après, quand il a déjà l'âge de 10 ans, c'est le Seralen là qui commence à aller chercher les noix, les feuilles, les branches là. Il commence à faire, il fait trois branches. Il attache. Il vient, quand il parle avec son père, il a ces témoins de 3 branches là. C'est ça, comme ça qu'il commence à composer son ballet de patriarcat. Donc jusqu'au terminal, si son père meurt, si son grand-père meurt, c'est là qu'il part donc couper donc pour joindre, pour que ça entre dans les paramètres normaux du ballet. De chasse-mouche patriarcal avec ses doigts, les 3 doigts comme ça là. Tu vois non? 3 doigts. Donc c'est le ballet patriarcal. C'est ce que ça doit donner, 3 doigts comme ça. D'accord. Voilà. Ça entre donc. Avant même, il y avait les anneaux que ton grand-père laissait avec ses doigts. C'est là qu'on doit te remplir le ballet, que tu dois remplir ton ballet. Voilà. Mais aujourd'hui, là, on fait ça à tout bout de champ comme ça, là, et tout. Et là, le ressort de la femme Movungu était quoi? Avec ses attributs patriarcales, là, la femme de Movungu prenait donc ça pour recharger dans la nature, dans elle accouche ça. Elle accouche son patriarcat. Donc quand ça ressort là-bas, on prend ça, on brûle certaines choses. Il est là avec ses cannes. Toutes les femmes donnent, tout le monde donne sa partie qu'on fumise. On lui fumise dans la marmite, non? On fabrique quelque chose, c'est comme la marmite. On lui met dedans, on met les choses, on grille. Il est là, on grille. Il est là, on grille, on finit de griller. Là alors, quand les choses là finissent de griller, il part, il a déjà été fumisté. On lui ressort donc en tant que patriarche. On peut donner aux hommes. Là alors, il est dans le grand cercle des patriarches. Les hommes lui sortent alors dehors. Mais là, son père est encore vivant, hein? Oui, son père peut lui donner le patriarcat quand il est vivant. Il peut lui donner. Mais comment ça va donc se faire? Puisque j'ai appris que 2 patriarches ne peuvent pas rester dans la même maison. Si son père, s'il est jeune et qu'il habite encore le domicile de son père, si son père lui donne dans le patriarcat, c'est pour que tout de suite, il part déjà fonder sa famille ailleurs. Ou alors, comment 2 patriarches vont rester dans la même maison? Il ne reste pas dans la même maison. Il part fonder sa famille ailleurs. Mais à ce moment-là, son père est en repos parce qu'il y a les patriarches qui sont vraiment fatigués. Donc, quand tu pars lui voir, il te dit, va voir mon fils. Ah, c'est-à-dire, prends la main avant même que son père ne meure. Oui. Il dit, va voir mon fils, j'attends seulement mon jour de départ. J'ai déjà fait mes bagages. Si un patriarche te dit déjà que j'ai fait mes bagages, comprends qu'il est déjà en train de partir. Si tu ne prends pas toi son fils, si tu ne prends pas le patriarcat là, un petit conseil, tu ne verras plus rien. D'accord. Avant d'arriver là, Mathias, on va aller progressivement, car c'est très intéressant. Maintenant, si le patriarche, justement, a plusieurs enfants, et la particularité ou le particularisme qu'on fait de celui dont les oracles ont choisi, est-ce que ça ne crée pas une certaine jalousie auprès de ses frères également, de voir comment le papa est en train de préparer un de ses fils qui est leur frère? Est-ce que ça ne crée pas une certaine jalousie entre les frères pour ceux du patriarche qui a plusieurs enfants? Pour ceux des patriarches qui ont plusieurs enfants, régulièrement ça crée des jalousies. Mais ce n'est pas, le patriarcat n'est pas facile. Hein? Le patriarcat est plus dur que la chefferie. Parce que c'est dans le patriarcat qu'on peut faire tous les grands procès du village, de la sorcellerie. À la chefferie, aujourd'hui, on ne fait pas ça. À la chefferie, le chef ne peut parler de la sorcellerie que le patriarche lui a bien ciblé ça. D'accord.
Donc le chef est là plutôt pour représenter la communauté. Mais pour entrer dans les arcanes même sur le plan spirituel, c'est le patriarche. C'est le patriarche. Et aujourd'hui, on croit que c'est le chef. Le chef n'a rien. Si dans un village, il y a un chef, il y a un patriarche. Le patriarche est au-dessus du chef. Le patriarche est au-dessus du chef. D'accord. Maintenant, parlant des oracles, est-ce qu'il est possible qu'un oracle se trompe matriarche et donne plutôt le nom d'un enfant à la place de celui en principe qui devait être choisi? Est-ce qu'il est possible que l'oracle se trompe? Il y a les gens, l'oracle ne se trompe pas, mais c'est les gens qui font le faux par rapport à l'argent. Au lieu de donner le patriarcat à ton fils qui a toujours été avec toi au village, tu donnes à celui qui a l'argent. Tu vois, non? Au lieu de donner le patriarcat à celui qui est dans la famille du patriarche, tu vas donner à celui qui est dans une famille aisée. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de choses aujourd'hui. Quand les ancêtres viennent, tu peux les parler. Prenons par exemple quelqu'un qui n'est pas né dans une famille de patriarches, que son père n'a pas été patriarche, son arrière-grand-père n'a pas été patriarche. Aujourd'hui, tu te retrouves patriarche. Et maintenant, quand tu pars appeler les ancêtres, ils viennent trouver, tu n'as pas déjà les mots de passe, mais tu as appelé leur nom, on te regarde, on te ramène, ils ne te font pas mal, mais on te ramène au point de la vérité. C'est ça que tu vas entendre que un patriarche a mal parlé et tout, et pourtant lui, il est dans son âme et conscience, il sait qu'il a bien parlé. Mais pourquoi les autres disent qu'il a mal parlé? Et pourtant, ce qu'il disait est vrai, parce que tu n'as pas fait les rites ancestrales du patriarcat, tu n'as pas utilisé le code de l'appel ancestral. Et cela, il existe même déjà dans le patriarcat l'ondan de chaque famille, de chaque village. Il faut connaître ça. Si tu ne connais pas l'alignement de ton dan, tu vas appeler l'ancêtre de Toui, tu n'as pas appelé l'ondan, tu peux seulement appeler le nom. Tu l'as la terre, machin, ceci, cela, machin, ceci, mais ça ne donne pas. C'est pourquoi on voit parfois ces faux patriarches mourir. Après avoir pris le pouvoir, quelque temps après, ils meurent. Ils meurent. C'est très récurrent à l'Ouest, les gens qui volent justement les successions. C'est-à-dire, on a choisi quelqu'un pour succéder à un patriarche, mais comme tu l'as dit tantôt, on retrouve plutôt un de ses enfants. Mais quelques temps plus tard, 1 an, ça peut même durer 1 an, 2 ans, parfois jusqu'à 5 ans, ce dernier finit toujours par mourir. Et pour rien. Et pourtant, un patriarche, si quelqu'un détient déjà la canne du patriarcat, la chasse-mouche du patriarcat, les attributs du patriarcat pendant 10 ans, c'est qu'il est vrai. C'est qu'il est vrai. Parce qu'il a déjà passé 9 ans dans ça. C'est qu'il est vrai. 3 ans, ça promet. 7 ans, ça marche. 9 ans, il est vrai. Il est vrai. C'est pour cela que tu vas voir, par exemple, chez nous, il y a les patriarches qu'on juge. Hein? On les juge. Il y a les patriarches même qui ont le courage d'appeler leur village pour dire que venez, on s'assoit, on parle les affaires de ce village. Ils vous appellent en fait de le juger. S'il travaille mal, dites-le. S'il fait mal, dites-le. En principe, c'est comme ça que ça se passait à Kama à une certaine époque. Oui. C'est-à-dire le patriarche n'était pas celui-là qui avait le droit de vie et de mort sur ses sujets. Non, même si lui-même l'avait enfreint les lois de la nature, son peuple était capable de le juger. Oui. Contrairement à aujourd'hui qu'on a des présidents de la République qui ont même le droit de vie et de mort sur les gens, même s'ils dirigent mal le pays. Les chefferies avaient le droit les chefferies. C'est eux qui sont venus avec ça. On ne juge pas le chef. Le chef va parler, ça va. Même si le chef parle en kilo, ça va. Les chefferies. Mais avant, on jugeait le patriarche. Tu appelles ton village. Tu leur dis que bon, c'est mon procès aujourd'hui. Je travaille comment? Tout le monde s'assoit. On te dit que bon, ce que tu as fait là-bas n'était pas bien. Tu as pris la femme de Toulouse, ce n'était pas bien.
Hein? Tu as pris la chèvre de Trouy, tu as demandé plus de chèvres qu'il n'en faut dans tel procès. Tu as demandé plus de vent qu'il n'en faut dans tel projet. Et dans telle famille, il y a eu telle personne qui a fait mal, tu n'as pas parlé. Pourquoi? Pourtant, tu es patriarche ici. Nous tous, on a contribué à ce que tu Ou alors tu as jugé en faveur de celui qui a tort. En faveur de celui qui a tort parce qu'il a l'argent. Donc, le patriarche tient à un jugement chaque année. Hein. C'est ça que tu entendais. Et puis, quand on finit de juger le patriarche, les autres patriarches bénissent le village. Ils bénissent, ils mangent, ils donnent, ils appellent les ancêtres pour les récoltes, les bonnes récoltes, la production, et tout. Que les gens vivent bien, qu'ils chassent la maladie. Ils chassent toutes les mauvaises choses. Donc, ils finissent donc de faire comme ça dans leur village et ils ressortent. Les patriarches généralement ont des totems. Est-ce qu'avant de mourir, il donne également son totem à son successeur, le nouveau futur patriarche, ou alors lui également a son totem à lui? Il y a une nuance. Les totems aussi accouchent. C'est que les gens ne connaissent pas. Les totems accouchent. Comment? Il y a un village à l'ouest où quand un enfant naît, le totem accouche aussi, le semblable de cet enfant en brousse. Tu vois, non? Le totem d'un patriarche accouche. Donc, quand le premier totem de ton père restant, toi qui étais déjà désigné que tu seras patriarche, qui était à la préparation, tu étais avec ton totem. Donc, l'autre totem, du coup, devient à l'écart des ancêtres, part avec ton père. C'est pour cela que quand tu enterres le patriarche, il te dit que quand on va m'enterrer, enterrez-moi avec ça, avec tel attribut. C'est son totem, il part avec. Mais aujourd'hui, tu vas trouver qu'on enterre un patriarche, on prend la verse, on lui met tous ses attributs, restent. Et ça reste dérangé même la famille. Et ça reste dérangé dans la famille. Donc, quand un patriarche, quand il te dit déjà que quand vous allez m'enterrer, enterrez-moi avec ça. Parce qu'il sait comment, il connaît que c'est son totem. Il restait avec ça. Ok, maintenant matriarche, dans le processus d'initiation, quel est le rôle véritable des femmes du Muvungu lorsque on est en train d'initier l'enfant quand son papa est encore vivant et lorsque son papa est mort? Est-ce qu'il y a une différence? C'est-à-dire, quand l'oracle a choisi l'enfant, pendant sa préparation, est-ce que le rôle que vous, les femmes du Muvungu, vous avez pendant la préparation de l'enfant est le même rôle que quand le patriarche est déjà mort et que le processus de l'initiation pour l'installation du nouveau patriarche? Quand un enfant a été déclaré avant la mort par son père ou son grand-père, son vivant, pour l'initiation, donc avec tout ça, il est de conseil avec toutes les femmes de Muvungu, tous les patriarches. Nous sommes contribuables à son évolution du patriarcat. Donc, après la mort de son grand-père ou de son père, on connaît le cheminement, comment il doit cheminer pour remplacer son père ou son grand-père. Son père ou son grand-père. Maintenant, pendant ce temps, pendant qu'il est en retraite, qu'est-ce que vous faites de façon précise? Est-ce que vous le voyez? Ce que vous faites, ce sont simplement des conseils, ou alors vous faites des rituels, peut-être qu'il soit plus fort que son père ou son grand-père, ou si son père de son vivant, comme tu l'as dit tantôt, avait certaines dérives. Est-ce qu'il y a des rituels que vous faites pendant sa retraite, avant qu'on ne l'installe officiellement, pour qu'il ne tombe peut-être pas dans les travers de son père et qu'il soit un chef plus puissant pour que la communauté soit davantage épanouie, et ainsi de suite, ainsi de suite? Il y a les rites. Il y a les rites, mais c'est le colon qui a banni ça. Il y a les rites qu'on fait au patriarche.
celui qui succède. On lui fait les rites. On lui fait les rites. Il y a les rites qu'on fait à un patriarche. Bon, nous prenons aussi un peu l'histoire de Tara Asuzo. Il a connu ça. Les rites des femmes Movungu, il a connu ça. Puisqu'il a succédé à son grand-père, je crois. Voilà. Il a connu dans les rites des femmes Movungu. Il y a les rites qu'on fait à un patriarche. Avant de sortir, il y a les rites qu'on fait. Maintenant, le jour de l'installation même, de façon officielle, qui est une grande fête au village, est-ce que pendant ce moment, les femmes Movungu continuent d'accompagner le patriarche? Si oui, quel est leur rôle le jour même de l'installation? Le jour où on le pose sur la chaise, on lui donne son chasse-mouche, on lui donne la canne qu'à partir d'aujourd'hui, c'est toi qui es au destiné de cette communauté, de ce village. Le jour là, curieusement, les femmes Movungu sont derrière avec les ancêtres. Le jour qu'on intronise un patriarche dehors, vous êtes derrière la maison. Vous êtes en retrait. Vous n'assistez pas à l'installation? On n'assiste pas, on ne voit pas là-bas. Si c'est les photos qui restent, on va voir. Mais pourquoi? Parce que ce que les ancêtres viennent, une autre personne peut la puissance que les ancêtres viennent pour l'installer. Une autre personne peut intercéder cette puissance ancestrale de ses ancêtres. D'accord. Donc, on est là pour jouer au relais, non? Donc, quand les ancêtres viennent, on prend, on transmet dehors. Mais nous-mêmes, spirituellement, nous ne sommes pas là-bas. Nous sommes derrière, en brousse. Vous veillez, parce que c'est une période justement où cette transition il y a est tellement très délicate. Des énergies, oui. Parce que les gens viennent de gauche à droite et il y a certaines personnes qui viennent avec beaucoup de mauvaises intentions. Ils arrachent. Tu vas voir qu'avant de t'installer, il va prendre sa main, il puise. On vient avec beaucoup. Mais si on est là, ça ne peut pas donner. Il faut qu'on soit un peu en retrait, derrière la maison. Donc, nous-mêmes, nous connaissons les ondes parmi lesquelles on peut s'asseoir et faire nos choses pendant qu'on t'intronise là-bas. Tu vois, non? On n'est jamais dehors. C'est après ton intronisation que tu t'es déjà assis, que les gens ont même fini de manger, qu'on peut sortir. Bon, maintenant, si quelqu'un est venu avec une mauvaise intention et qu'il est puissant et qu'il veut prendre justement ce pouvoir, il veut dévier ce pouvoir des ancêtres-là, lorsque vous constatez, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous bannissez la personne? Est-ce que vous exposez la personne? Comment est-ce que ça se passe précisément? On bannit la personne là, on ne l'expose même pas. Parce que lui-même va comprendre ce qu'il est venu chercher. Parce que c'est un combat à ce moment-là. Oui, c'est un combat. Son énergie vous menace. Tu n'es pas obligé de faire l'arbitre avec. Lui-même, il va récolter ce qu'il est venu chercher. On n'a même pas besoin de parler. C'est lui-même qui va parler là-bas ce qu'il est venu chercher. Maintenant, le chef, une fois installé, ou alors le patriarche, je vais dire, une fois installé, il n'est plus un être humain ordinaire comme monsieur Lambda. Parce que forcément, le pouvoir désormais qu'il a, il aura des tentations permanentes. Alors, qu'est-ce qui est fait pour l'encadrer au quotidien pour que celui-là ne sombre pas? Quand on te donne les armes en tant que soldat, tu sais ce que ce qu'on t'a instruit de faire en cas de telle attaque. Quand tu es soldat en guerre, c'est pour cela qu'on parle de formation militaire. C'est en Afrique que les Blancs ont copié ça. Ils n'ont pas copié ça chez eux. Il faut être toujours prêt. Il faut toujours être prêt. Mais Mathia, nous savons que la chair est faible. Et il y a des moments où la fréquence est vibratoire. Parce que comment est-ce que le bandit fait pour te voler? C'est-à-dire chaque fois que tu rentres, il est quelque part, il te guette. Comment tu entres, comment tu mets la clé dans la serrure, tout le temps. Au fur et à mesure qu'il se rapproche, il voit l'intérieur de la maison. Jusqu'au jour où il a toutes ces informations. Quand tu n'es donc pas là, il vient, il casse la maison. Il entre, il le vole. C'est-à-dire le sorcier ou celui qui a de mauvaises intentions
tout le temps, vient essayer de voir comment est-ce que le chef fait des rituels, ses armes qu'il a. Le chef n'a pas tout le temps ces armes-là sur lui. Même quand il passe se laver, il peut ne pas avoir cette arme. Non. À ce moment donné, sa fréquence vibratoire peut être plus bas. Et à ce moment-là, il profite de l'occasion pour le frapper. Il y a les choses qu'on fait au patriarche, même quand il passe se laver, même quand bien même il fait l'amour. Il y a les choses, tu n'es pas toujours obligé de t'encombrer avec un matériel quelconque, mais c'est spirituel, c'est les mots de passe. C'est les mots de passe régulièrement qui te protègent. C'est les mots de passe. Mais est-il possible de passer par la femme du patriarche pour l'atteindre? C'est-à-dire, quand on se rend compte que ce patriarche est vraiment éveillé et qu'il n'y a pas de faille, est-ce qu'il est possible qu'on passe par sa femme pour l'atteindre? Parce que nous connaissons beaucoup d'histoires à Kama, comme le roi Béanzin, par exemple, du Bénin. Oui. C'est par sa femme qu'on est passé pour la voir. Et il y a beaucoup d'autres patriarches il avait comme combien ça, de femmes? Patriarches comme ça à Kama, qu'on a... Béanzin avait combien de femmes? Je crois qu'il avait 2 femmes, hein, si je ne me trompe pas, ou une seule femme. Il avait une seule femme. Voilà, justement, il avait une seule femme. C'est pour cela qu'on recommande plusieurs femmes. Il y a les femmes chez le patriarche qu'il n'a jamais fait l'amour avec. Il y a les femmes... Elle le sert donc à quoi? Elle le sert là, mais beaucoup. Hein? Il y a les femmes chez le patriarche elle est là pour accoucher. Il y a une femme qui est sorcière là. Il y a l'autre qui est là pour, comme aujourd'hui on parlait de la diplomatie. Cela veut dire qu'un patriarche ne doit pas avoir une seule femme. Donc quand tu te figures déjà avec une seule femme, chez vous à l'ouest, vous voyez comment les Bamileke font, non? Oui, dès que on l'intronise, quand tu es même encore... les anciennes femmes, comme chez les Bamou, les anciennes femmes de l'ancienne roi et tes femmes sont tes femmes. Même si elle a 105 ans. Avant même ton intronisation, quand tu es encore là, c'est-à-dire avant que la période de l'Akam ne finisse, tu as déjà au moins ces 3 femmes. Et ça, c'est sans compter les femmes de ton père. Ainsi que les patriarches de tout le continent africain. C'est comme ça. Il doit avoir plusieurs femmes. Et maintenant, quand on est venu, les colons ont modifié tout ça. Tu te retrouves avec le patriarche. Le patriarche a une seule femme. Hein? C'est pas normal. Matriarche, s'il arrive maintenant que le patriarche a seulement les filles, parce qu'il faut dire que nous avons beaucoup copié chez les autres, où on pense que la femme ne peut pas diriger. Or, en Égypte antique, nous connaissons des femmes qui ont été pharaons, comme les Péséchètes, comme les Hatshepsut, qui étaient des pharaons. Mais comme on nous a imposé le patriarcat occidental, on se rend compte que quand un patriarche ne fait que des filles, quand il meurt, le patriarcat reste parfois sans successeur, jusqu'à ce que une de ses filles accouche un garçon, afin qu'on intronise donc ce garçon-là pour qu'il règne, n'est-ce pas, à la chefferie. Si c'est le cas, pendant ce temps, comment est-ce que la chefferie, s'il faut l'appeler comme ça, là, fonctionne? Puisque il n'a que fait des filles. Et on attend qu'une de ces filles accouche un garçon. Puisqu'il n'y avait que le patriarcat, je dis que la chefferie que tu parles, ce n'est qu'aujourd'hui là. À cette époque-là, c'était le patriarcat. Les reines et les rois, là, c'était le patriarcat. Donc, tu vois que le patriarche quitte des reines Movungu pour le patriarcat. Quand il n'a accouché que les filles, il envoie une fille là-bas pour se faire initier au Movungu. Et changer de siège. Ah, d'accord. Tu vois, non, le trône. On reconstituait une trône féminine. Donc, ça ne posait pas un problème que
la fille du patriarche le remplaça. Le remplaça, non. Ça ne causait pas un problème. On changeait juste les attributs, on changeait juste le trône, on remettait le trône de sa fille. Donc le trône de son père ou de son grand-père était gardé jalousement avec d'autres attributs, à part les attributs qu'on l'a enterrés avec. Et même la fille en question passait également par l'oracle, Oui. par l'interprétation des oracles. Oui. Même la fille passait. Parce qu'aujourd'hui, depuis que le 21e siècle est sorti, les hommes patriarches n'arrivent plus à remplacer leur trône ou leur pouvoir avec leurs enfants femmes, leurs enfants filles. Ils attendent plutôt que ces filles-là font des garçons et qu'à travers l'oracle, on choisit donc un garçon qui va venir justement diriger la communauté. Or, avant, ce n'était pas ça. Il n'y a qu'une région ici, au Cameroun précisément, au sud. Je suis allé à l'encontre des chefs traditionnels, femmes dans le sud. J'ai fait 10 villages en 20 jours. Et ces 10 villages, ce n'étaient que des femmes qui étaient à la tête de ces villages-là comme chefs traditionnels. J'ai dit, voilà un exemple et qu'on doit copier aujourd'hui. Pourquoi est-ce que si on a fait des filles et qu'on se sente fatigué, on ne peut pas donner le pouvoir à sa fille? On attend donne le pouvoir, même du patriarcat, même de la chefferie, même de toute succession familiale, de la région, du village et tout. Les femmes sont là parce que c'est les femmes qui produisent. Et quand la femme même est là, c'est plus fort. Oui, hein? oui, c'est plus harmonisé, c'est plus réglé. Oui. Bon, maintenant, en matriarche, si le patriarche avant de mourir et que la fille que l'oracle a choisie, elle aussi est déjà allée à mariage. C'est-à-dire, elle vit chez son mari. Ils ont déjà fait également ses enfants. Une fois donc que son père, le patriarche, meurt et que c'est elle que l'oracle avait choisi, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Elle également a déjà un foyer. À ce moment, qu'est-ce qui se passe? Elle a déjà un foyer. On cherchait une autre personne dans la famille nucléaire résistant. Cela veut dire que si un patriarche n'a fait qu'une seule fille et que il venait à mourir, que l'oracle a choisi la seule fille là, dans sa famille nucléaire, donc il a les frères, les sœurs qui sont résidents sur place, il doit les... C'est-à-dire les frères et les sœurs du patriarche. Ils doivent donner leurs enfants pour qu'on choisisse un enfant là. D'accord. Bon, maintenant, si le patriarche n'a pas une seule fille et qu'il a plusieurs filles et que celle que l'oracle a choisie est déjà allée en mariage, est-ce que les autres filles peuvent être qualifiées pour prendre la place de leur père comme patriarche? À ce moment-là, on les forme. On les forme spirituellement, on les forme, on les avise. Voilà, madame, monsieur, chers téléspectateurs, vous êtes sur les antennes de Kemet Télévision et vous suivez votre émission Sagesse Kamit avec la matriarche Nangonjoy, très grande initiée du Muvungu. Avec elle, ce matin, nous voyons justement quel est le rôle de la femme du Muvungu dans l'initiation ou alors dans l'intronisation, n'est-ce pas, des patriarches ici chez nous à Kama. Nous allons prendre un verre de Matango ou alors un verre de Dontol du côté de la régie et on se retrouve juste derrière pour poursuivre cette émission. A tout de suite. Ils sont venus de loin, des terres du monde entier, pour renouer avec les racines, pour revivre l'Afrique, non comme un souvenir, mais comme une force intemporelle. Après le succès retentissant de la première édition, Kemet Reconnexion revient pour une nouvelle immersion au cœur des savoirs et des mystères africains. Du 16 au 31 mai 2025, à Yaoundé au Cameroun, rejoignez la deuxième édition de Kemet Reconnexion. Un voyage exceptionnel où chaque jour révèle un héritage sacré, chaque échange nourrit la conscience, chaque geste réveille l'âme.
des maîtres spirituels, des prêtres initiés, des guérisseurs, des chercheurs de vérité. Ils seront là pour vous guider, vous enseigner et vous reconnecter à l'essence de la tradition africaine. Plongez dans les initiations ancestrales, vibrez au rythme des tambours et découvrez la spiritualité africaine comme jamais auparavant. Kemet Reconnexion, parce qu'il est temps de réécrire notre histoire et de faire rayonner l'âme africaine. Du 16 au 31 mai 2025 à Yaoundé au Cameroun, inscrivez-vous dès maintenant pour vivre l'expérience qui changera votre vie. Infoline. Kemet Reconnexion, là où les racines du passé nourrissent l'avenir. Ils sont venus de loin, des terres. Sur le plateau avec Mathias Nangonjoy qui est en train de nous étaler à une fois de plus sa connaissance sur les rites, les us et les coutumes de notre cher Kama, qu'on espère qu'il ou elle renaîtra à travers non seulement le combat que nous menons ici et que beaucoup d'autres frères sur d'autres plateformes mènent également. Alors, Mathias, est-ce qu'il peut arriver que le futur patriarche soit têtu? C'est-à-dire, on lui dit par exemple que pour le bien, pour son bien à lui et pour le bien de sa communauté, il doit avoir 2 ou 3 femmes, sachant que il est plus facile d'avoir une femme et qu'on ne le trompe pas que d'avoir 2 ou 3 femmes et que ça ne passe pas. Est-ce qu'il peut décider, comme nous le savons, il y en a beaucoup qui ont décidé que il aura une seule femme? S'il est têtu dans ce sens-là, quelles peuvent être des conséquences pour ce patriarche-là? Est-ce qu'on peut le juger pour ça? Ou alors il est libre d'avoir une seule femme? Le patriarche est libre d'avoir une seule femme, mais à une seule condition, que lui-même il court un grand risque. Il court un grand risque parce que lui, il peut se préparer son corps. C'est pour cela que beaucoup de patriarches, leurs femmes meurent avant le temps. Ils ne comprennent pas pourquoi. Parce que quand on te lance, disons, les sorts, celle-là n'est pas préparée. Elle ne connaît pas. Quand quelqu'un ne peut pas t'atteindre, n'est-ce pas, il atteint ta femme. Maintenant, quand tu as plusieurs femmes, on ne sait pas où tu es caché. On ne sait dans quel ventre tu es caché dans ta maison. Et c'est ça qui fait problème. Et il y a aussi les femmes, ne le cachons pas, qui sont jalouses. Donc les patriarches modernes, non. Qui ont signé l'acte de mariage monogamie. Par contre, à l'ouest, même si tu as signé avec le roi Bamoun monogamie, on connaît que beaucoup de femmes vont à la suite. Mathias, je vais prendre un cas de figure, n'est-ce pas? Si l'oracle a choisi un enfant, une fois qu'on l'a préparé et qu'on l'a intronisé après la mort de son père, si ce dernier, par extraordinaire, en vient à ne pas faire des enfants, est-ce que la communauté va tolérer qu'un patriarche qui n'a pas d'enfant la dirige? Est-ce qu'une communauté peut accepter ça? Maintenant, vous qui êtes des initiés, est-ce qu'il est possible justement que vous parvenez à réparer ça? Ah, d'accord. Peut-être que le général est en train de nous suivre en direct parce que il appelle Mathias en direct de l'émission. Monsieur le général, vous allez souffrir quelques instants, le temps qu'on finisse avec cette émission. Moi-même, je suis général ici à Kemet Télévision. Sur ce plateau, c'est moi qui suis le général. Donc, vous allez permettre que nous terminons l'émission. Ensuite, vous allez prendre Mathias. Voilà. J'étais donc en train de dire, je ne sais pas si tu as suivi la question.
C'est-à-dire, je prends un cas de figure. Si l'oracle a choisi un enfant, l'enfant du patriarche, qui va le remplacer plus tard, et que après la préparation et son installation, du moment où il prend ses fonctions, au fil du temps, on se rend compte que lui ne peut pas faire d'enfant. Première question, la communauté peut-elle permettre qu'un patriarche qui n'enfante pas la dirige? Deuxième question, vous, les initiés, lorsque vous avez fait ce constat-là, qu'est-ce que vous faites pour réparer? Est-ce que vous pouvez déjà réparer? Comment est-ce que vous parvenez à gérer cette situation dans la communauté? Il y a toujours une solution pour ça. Il y a un adage qui dit souvent que la femme de l'oncle est contente avec le neveu de son mari. Il y avait les patriarches qui n'enfantaient pas, effectivement. Il y avait les femmes des patriarches qui n'enfantaient pas, mais ils faisaient recours aux enfants des neveux que quand celui-là accouche, il donne au patriarche, c'est ton enfant. Et il tourne le dos. C'était obligé. Tu donnes, tu tournes le dos. Et il est le successeur du patriarche. On dit que c'est les enfants qu'on accouche à la cuisse. Ah, d'accord. C'est ça qu'on appelait accoucher à la cuisse. Oui. D'accord. C'est un terme que j'avais beaucoup entendu. Oui. Donc, ça veut dire que tu n'étais pas le père géniteur. Oui. Mais c'était ton enfant. C'était ton enfant. D'accord. Un autre cas de figure. Si l'oracle, même si le patriarche de son vivant a des enfants, le patriarche a des frères et des sœurs. Si l'oracle choisit le neveu ou la nièce du patriarche en fonction, est-ce que fondamentalement ça peut poser un problème au patriarche même? Ou alors il accepte comme ça que c'est l'oracle qui a désigné son neveu ou sa nièce, c'est-à-dire l'enfant de sa soeur ou de son frère, pour le remplacer? L'oracle cherchait d'abord dans ton arbre généalogique, mais ça, dans la plupart des cas, ça n'arrive pas comme ça. Ça n'arrive pas comme ça. Dans la plupart des cas, ça n'arrive pas comme ça. Ça arrive sur un enfant où peut-être l'église a déjà pris depuis. Il y a les enfants qui ont l'oracle, mais qui sont devenus les prêtres. Alors ils avaient l'oracle d'être patriarche. Mais nous savons aussi que l'infidélité est un phénomène qui existe depuis belle lurette. Si par extraordinaire, la femme du patriarche allait tricher à côté et tombait enceinte et accouchait donc dans son foyer, à ce moment-là, elle avait toutes les raisons de dire à son mari qui est le père de cet enfant, et on regardait bien. Parce qu'il y avait même de voir les patriarches même envoyer leur femme faire un enfant avec un sang dur, un sang fort. Ils recrutaient les gars pour faire les enfants avec. Quand il est déjà très vieux là, il voit qu'il a un sang qui est fatigué. Il recrute un jeune qui lui fait les enfants forts. Maintenant, dans le cas où elle a seulement triché et qu'elle a accouché dans son foyer de quelqu'un d'autre, est-ce que l'oracle peut donc choisir ce genre d'enfant? C'est difficile. Si son père ne l'a pas adopté. Le patriarche ne rejette rien dehors. Un patriarche, même si tu as amené 10 enfants dehors, il ne va jamais rejeter. Mais l'oracle ne pourra jamais accepter ses enfants pendant que le patriarche même a son enfant dedans. Est-ce que le patriarche aussi avait le pouvoir de maudire? Est-ce que s'il maudit enfant du village sans le consentement de vous, les femmes initiées par exemple du Movungu, est-ce que ça peut marcher? Ça marche. Quand le patriarche maudit, ça marche. Avec raison. S'il maudit, ça marche. Mais s'il a tort et il maudit, lui-même sera maudit dans sa famille. Oui, parce que ce qu'il rejette comme mal, si c'est mauvais, si ce n'est pas vrai, ça retourne contre lui.
Puisqu'il a signé comme ça que si je fais mal, ça retourne contre moi. Non? Voilà. Et à quelle occasion est-ce que vous, les femmes du Mouvungu, vous tirez les oreilles du patriarche? À quel moment est-ce que vous tirez Quand ses il oreilles? devient soulard, coureur de jupons, menteur, il vole les biens des gens, on va lui tirer les oreilles que non. Le pouvoir ne te donne pas accès à faire des choses comme ça. Je ne sais pas comment ça se passe en Afrique de l'Ouest, mais en Afrique centrale, il y a une diversité dans le fonctionnement en ce qui concerne le patriarche et ses sujets. À l'ouest du Cameroun, par exemple, on ne peut pas voir un patriarche assis avec ses sujets, c'est-à-dire n'importe qui au village, en train de discuter, en train de prendre un verre. Or, ici, au centre du Cameroun, on voit le patriarche parfois jouer le songo avec n'importe qui au village, et ça contribue même souvent à ce phénomène où n'importe qui manque parfois de respect. Trop de familiarité, Voilà. de mépris. C'est parce que le colon a beaucoup insisté dans la société ici, là, qu'il a banni la coutume. Le colon, c'est le colon qui a fait ça. À l'ouest, le colon n'ont pas atteint l'ouest comme ils ont atteint le centre. Vous voyez que les chefs à l'ouest ont leurs attributs traditionnels vrais. Mais ici, les chefs portent les barres, les barres des soldats là. Hein? Avec les pantalons tenus kaki, avec les pantalons. Oui, on appelle les tenues là les vareuses. Les vareuses. Avec les sortes de galons. Voilà, la tenue coloniale. Est-ce qu'ils n'ont pas la tenue traditionnelle? Ici, c'est le patriarche qui a la tenue traditionnelle. Donc, moi, je ne comprends pas pourquoi on appelle le chef est traditionnel. Non. Chefferie traditionnelle, ça n'existe pas. Chefferie auxiliaire de justice. Hein? Auxiliaire de la colonisation. Qu'on laisse un peu le patriarche traditionnel tranquille. Parce que normalement, les patriarches devaient aussi avoir un salaire. Oui. Parce que c'est lui le traditionnel. Bon, maintenant, si le patriarche a un salaire de l'administration en place, est-ce que cette administration-là ne va pas inféoder justement le patriarche, notamment au niveau des décisions? Parce qu'au moins là, il est libre. Or, le chef, comme tu l'as dit, est un auxiliaire. Un auxiliaire. Ça veut dire que l'administration est au-dessus Au-dessus. de lui. Non, parce que le patriarche n'a pas de salaire, justement parce qu'il est traditionnel. Mais dans les décisions du pays, telles que l'Assemblée, on devait toujours inviter les patriarches de toutes les régions. Parce que le chef est l'ami des hommes politiques. On peut dire comme ça. Mais c'est le patriarche qui va venir te dire les souffrances spirituelles et matérielles de la population. On devrait aussi avoir un rapport venant d'eux. Parce que la différence, justement, c'est que le patriarche peut prédire même un malheur qui pourra s'abattre et maintenant, ensemble, prendre des décisions pour contrer ce malheur-là. Oui. Or, le chef, lui, il est beaucoup plus politique et ne peut pas avoir les yeux, justement, pour voir ça. D'où l'importance du patriarche, de la considération du patriarche dans nos sociétés aujourd'hui. Alors, pour sortir, Mathias, définitivement sur ce sujet, qu'est-ce que tu dis à tous tes enfants? Ce que je dis à tous mes enfants, c'est qu'ils pour veulent... ceux qui, aujourd'hui, étant jeunes, se sentent déjà dans la peau de patriarche, ils veulent devenir absolument et à tout prix patriarche, c'est-à-dire ils ont ce quelque chose-là, n'est-ce pas, qui les anime à penser que ils vont devenir. Alors, qu'est-ce que tu as pour terminer l'émission? Pour terminer l'émission, pour le patriarcat et ceux qui sont déjà patriarches, pour le redevenir vraiment prompt du patriarche. Donc, et pour ceux qui vont devenir patriarches, qui aspirent à devenir des patriarches et les matriarches.
soyez-en sûrs que spirituellement, vous allez travailler beaucoup spirituellement que matériellement. Parce qu'aujourd'hui, là, on nous trouve beaucoup d'encombrements, parce que l'esprit est déjà encombré par-ci, par-là, par des magies autres qu'on ne comprend pas. Mais il faut être naturel. Toi-même, quand tu as quelque chose de naturel, tu n'as pas besoin de t'encombrer avec, comment on appelle ça, les bagues recommandées, les bracelets recommandés et tout ça. Tu n'as pas besoin de ça. Tu n'as pas besoin de chaînes recommandées quand tu es initié. Tu n'as pas besoin de ça. Une dernière question pour sortir. On m'a enseigné dans des petites initiations que moi j'ai eu à faire qu'un patriarche ne meurt pas de pendaison, d'accident, d'incendie, de noyade. Est-ce que c'est vrai? C'est vrai. C'est vrai parce que les ancêtres, quand je dis qu'il y a les mots de passe à chaque tour, les ancêtres, tu les appelles à chaque fois que tu fais quelque chose. Tu appelles la nature, tu dis la nature des choses, tu appelles ce qu'on appelle... tous les mots ne sont pas en français. D'accord, c'est entendu, matriarche. Donc, chez nous, on appelle en langue traditionnelle Kumbayo. C'est comme un ange gardien. Ah, d'accord, qui te protège. Voilà. D'accord. Ok. Merci beaucoup d'être venu ce matin, une fois de plus, matriarche. Merci beaucoup. Merci pour tout. Merci pour tous ceux qui nous suivent à ce moment. Merci pour ceux qui viendront se faire initier. Merci pour les patriarches, surtout les jeunes. Merci. En écoutant la matriarche Nangonjoy, nous comprenons mieux l'importance du rôle de la femme Mvungu dans l'équilibre spirituel et social de nos communautés. Son implication dans l'initiation du chef montre à quel point la tradition accorde une place essentielle à la sagesse et à la guidance féminine. Préserver ces savoirs ancestraux, c'est préserver l'âme même de nos peuples. Merci à vous, grande matriarche. Je voulais dire merci à toi. Voilà, merci à toi, grande matriarche, pour cet éclairage précieux et pour ton dévouement à transmettre ces trésors de sagesse. Que votre lumière continue d'inspirer nos générations. Triple TEP à vous et à très bientôt pour une nouvelle édition de Sagesse et Kamit sur nos antennes. Au TEP. Pour renouer avec les racines, pour revivre l'Afrique comme un souvenir. Ils sont venus de loin, des terres du monde entier, pour renouer avec les racines, pour revivre l'Afrique, non comme un souvenir, mais comme une force intemporelle. Après le succès retentissant de la première édition, Kemet Reconnexion revient pour une nouvelle immersion au cœur des savoirs et des mystères africains. Du 16 au 31 mai 2025, à Yaoundé au Cameroun, rejoignez la deuxième édition de Kemet Reconnexion. Un voyage exceptionnel où chaque jour révèle un héritage sacré, chaque échange nourrit la conscience, chaque geste réveille l'âme. Des maîtres spirituels, des prêtres initiés, des guérisseurs, des chercheurs de vérité, ils seront là pour vous guider, vous enseigner et vous reconnecter à l'essence de la tradition africaine. Plongez dans les initiations ancestrales, vibrez au rythme des tambours et découvrez la spiritualité africaine comme jamais auparavant. Kemet Reconnexion, parce qu'il est temps de réécrire notre histoire et de faire rayonner l'âme africaine. Du 16 au 31 mai 2025 à Yaoundé au Cameroun, inscrivez-vous dès maintenant pour vivre l'expérience qui changera votre vie. Infoline. Kemet Reconnexion, là où les racines du passé nourrissent l'avenir.